Pendant des années, Jean-Jacques Goldman est resté silencieux. Pas un mot, même lorsque le monde exigeait des réponses au sujet de celui qu'il avait autrefois appelé son frère, Johnny Hallyday. Leur amitié avait écrit certaines des pages les plus inoubliables de la musique française, leurs chansons résonnant à travers les générations. Mais quelque part entre l'admiration et la trahison, quelque chose s'est brisé. Aujourd'hui, à 73 ans, Goldman parle enfin. Non pour se défendre ni pour attirer l'attention, mais pour dire sa vérité sur la légende du rock qu'il a aimé, s'est méfié de lui et est parti sans entendre ses derniers mots. Voici l'histoire méconnue d'une amitié qui a marqué une époque et du silence qui l'a suivi. La naissance d'un duo légendaire. Tout a commencé en 1986, une année qui allait à jamais lier Jean-Jacques Goldman et Johnny Hallyday. Johnny était déjà une icône, un homme ayant passé 3 décennies sous les projecteurs aveuglants et devant des foules rugissantes. Goldman, de 10 ans son cadet, était le génie discret de la plume, l'auteur-compositeur qui préférait les studios aux scènes, la réflexion à la gloire. Lorsque leurs mondes se sont croisés, la musique française n'a plus jamais sonné de la même façon. Cette année-là, Johnny voulait se réinventer. Il cherchait quelque chose de plus profond, des chansons capables de parler à son âme vieillissante et de le reconnecter à une génération plus jeune. Son manager, Jean-Claude Camus, lui suggéra Jean-Jacques Goldman. Au début, Hallyday hésita. Goldman n'était pas un rocker en cuir et chaîne. Il était modeste, presque timide, un homme qui souriait rarement devant les caméras. Mais lorsque Johnny entendit « Il suffira d'un signe et envole-moi », il sut que Goldman pouvait transformer l'émotion en immortalité. Leur collaboration donna naissance à Gang, le 35e album studio de Johnny Hallyday. Goldman n'écrivit pas seulement des chansons, il remodela le son de Johnny. Il lui offrit des mélodies empreintes à la fois de douleur, de rédemption et d'espoir. Les titres « Je te promets »,« L'envie »,« Laura » et « J'oublierai ton nom » n'étaient pas de simples succès. Ils devinrent des confessions mises en musique. Pour la première fois, le rocker rebelle chantait avec vulnérabilité. En coulisses, Goldman guida chaque note, chaque mot, poussant Johnny à chanter non pas plus fort, mais plus vrai. Les séances d'enregistrement au Studio Gang à Paris furent intenses. Goldman, connu pour sa précision, exigeait d'innombrables reprises. Il voulait de l'émotion, pas de la perfection. Encore une fois, mais plus doucement, disait-il, incitant Johnny à laisser sa bravade à la porte. Et Johnny, étonnamment, obéissait. Leur respect mutuel grandissait à chaque nuit passée à traquer le vers parfait. « Il est différent », admit Johnny dans une interview cette année-là. « Il écrit des chansons qui parlent pour moi quand je ne trouve pas les mots. » Lorsque Gang sortit en novembre 1986, ce fut un triomphe immédiat. L'album se vendit à plus d'1 million d'exemplaires et redéfinit l'image de Hallyday. Les critiques saluèrent de sa renaissance artistique et attribuèrent à Goldman le rôle de maître d'œuvre. Le public français, ignorant la tension naissante derrière leur amitié, ne vit que la magie. 2 hommes, une voix, une vision. Mais le succès cache souvent des fissures. Goldman, toujours discret, n'était pas à l'aise avec le cirque de la célébrité. Il fuyait les soirées, refusait les interviews et déclinait les couvertures de magazines. Johnny, lui, se nourrissait de l'adoration du public. Le contraste entre leurs mondes, l'un dépendant des applaudissements, l'autre y étant allergique, préparait déjà la scène à une rupture silencieuse mais inévitable. Derrière les sourires et les disques d'or, quelque chose d'indicible flottait, un malentendu prêt à exploser. La trahison, la chanson qui a brisé leur lien. Cela devait être une chanson de plus, juste une parmi les dizaines que Jean-Jacques Goldman avait écrites pour Johnny Hallyday durant les sessions de Gang. Mais celle-ci, intitulée « Plus fort », allait tout changer. Goldman avait composé « Plus fort » avec l'intensité qui caractérisait son travail. La chanson parlait d'endurance, de la force de se relever après avoir été brisé.
Elle portait une gravité émotionnelle qui semblait taillée sur mesure pour la voix d'Hallyday. Pourtant, entre les plannings de studio et les malentendus, le titre ne fut jamais retenu pour la version finale de l'album. Dans son interview de 1986 pour Télé 7 jours, Johnny en parla pour la première fois. Ses mots étaient mesurés, mais assez tranchants pour blesser. Il m'avait écrit une chanson qui s'appelait « Plus fort », dit-il. Il a cru que je ne voulais pas la chanter. Alors, il l'a enregistrée lui-même. Derrière le ton calme se cachait une pointe de ressentiment. Pour Johnny, qui vivait selon la loyauté et l'instinct, cela ressemblait à une trahison, non pas parce que Goldman avait gardé la chanson, mais parce qu'il croyait que Johnny l'avait rejetée. En réalité, tout n'était qu'un malentendu. Mais entre artistes, les malentendus ne restent jamais petits. Goldman n'expliqua jamais publiquement ce qui s'était passé. Ceux qui le connaissaient disent qu'il fut profondément peiné par cette accusation. L'homme qui valorisait l'intégrité plus que la gloire ne supportait pas l'idée d'être perçu comme déloyal. Il n'a jamais voulu blesser Johnny, raconta plus tard un proche collaborateur. Il pensait simplement que la chanson ne lui convenait pas à ce moment-là. Mais la presse adorait l'histoire. Le génie qui a trahi la légende du rock. Elle s'inscrivait parfaitement dans leur narration. L'artisan silencieux contre le showman flamboyant. Pour Johnny, déjà accablé par l'ego et la fatigue, la rumeur accentua sa méfiance. Et pour Goldman, ce fut la première fois que son humilité fut prise pour de l'arrogance. Pourtant, aucun des deux ne coupa complètement les ponts. Goldman continua d'admirer la puissance de Johnny, tandis que Johnny poursuivit l'interprétation de ses chansons. Surtout, Je te promets, la ballade éternelle qui résonne encore dans les mariages et les adieux. Mais l'intimité qu'ils avaient partagée pendant Gang avait disparu. Quelque chose d'invisible s'était installé entre eux, non pas de la colère, mais de la distance. Dans les années qui suivirent, Goldman parla très peu de cette période. Il consacra son énergie à d'autres collaborations, avec Céline Dion, Patricia Cass, Florent Pagny, tout en gardant son rythme de création tranquille. Johnny, de son côté, passa à de nouveaux producteurs et de nouveaux sons, cherchant cette immortalité que Gang lui avait brièvement offerte. Puis, presque 10 ans plus tard, le destin leur offrit une seconde chance. En 1995, Johnny rappela. La colère avait disparu, remplacée par la nostalgie. Goldman accepta. Ensemble, ils créèrent Le regard des autres et Julas croise tous les matins pour l'album Lorada. Les chansons étaient douces, réfléchies, deux hommes dans la cinquantaine regardant en arrière les routes parcourues et celles perdues. La collaboration fut brève, mais elle apporta une forme de clôture. Après Lorada, leurs chemins se séparèrent définitivement. Pas d'interview, pas de réconciliation publique, juste une compréhension silencieuse. Certaines amitiés ne se terminent pas par une dispute, mais par le silence, quand l'admiration s'est changée en distance. À la fin des années 1990, Jean-Jacques Goldman était devenu plus qu'un simple auteur-compositeur. Il était la conscience mélodique de la France. Ses chansons portaient la tendresse et la vérité, tandis que Johnny Hallyday restait l'éternel rebelle du pays. Pendant des années, on a cru qu'au-delà de leurs styles opposés se cachait une âme commune, deux hommes marqués par la perte, tous deux guidés par la passion. Mais dans l'intimité, leur amitié se défaisait lentement. Lorsque le biographe Benjamin Locoge publia La ballade de Johnny and Laetitia en 2021, il révéla ce que l'industrie murmurait depuis longtemps. Johnny, malgré le respect qu'il affichait publiquement, gardait un certain mépris pour Jean-Jacques Goldman. Ce n'était ni de la haine, ni de la jalousie. C'était de la déception. Johnny n'a jamais pu comprendre pleinement un homme qui refusait la scène, qui voyait la célébrité comme un fardeau plutôt qu'une récompense. Johnny donnait tout à son public, écrivit Locoge. Goldman vivait ses concerts comme une souffrance. Le contraste était douloureux. Pour Hallyday, la scène était de l'oxygène.
Il avait besoin du rugissement de la foule pour se sentir vivant. Pour Goldman, les applaudissements étaient un bruit qui étouffait le sens de ses mots. Leur art venait de lieux opposés, l'un du feu, l'autre de la réflexion silencieuse. Les amis qui les connaissaient tous deux disaient que Johnny parlait souvent de Goldman avec un mélange d'admiration et de frustration. « Il est brillant », confia-t-il un jour à un journaliste. « Mais il se fiche du jeu. » Johnny voyait le retrait de Goldman du show business non comme de l'humilité, mais comme de l'indifférence, un refus de jouer la même guerre qu'il avait lui-même livrée toute sa vie. En 2017, quelques mois avant sa mort, Johnny tenta de reprendre contact. Il voulait une dernière chanson de celui qui avait jadis relancé sa carrière. Mais Goldman, déjà retiré à Londres, refusa doucement. « Tu sais, lui dit-il, je n'ai pas touché une guitare depuis des années. Je n'ai plus d'idées. Je suis vidé. » Ces mots, révélés plus tard dans un documentaire, étaient lourds à la fois de vérité et de tristesse. Ce n'était pas un rejet, c'était de l'épuisement. Goldman avait tout donné à la musique. Il avait passé des décennies à écrire les rêves, les chagrins et les héritages des autres. Mais désormais, comme il le confia à des proches, le puits était à sec. Pour Johnny, cette réponse était à la fois compréhensible et insupportable. Il la respecta, mais elle confirma aussi ce qu'il craignait, que Goldman ait refermé la porte sur le monde qu'ils avaient autrefois partagé. Lorsque Johnny Hallyday s'éteignit en décembre 2017, le monde pleura. Paris s'arrêta. Des millions de personnes bordèrent les rues de l'Arc de Triomphe à l'église de la Madeleine. Et pourtant, un visage manquait. Jean-Jacques Goldman, l'homme qui avait écrit la bande sonore de la renaissance de Hallyday, était introuvable. Son absence en disait plus que n'importe quelle déclaration. Alors que d'autres prenèrent la parole à la télévision ou chantaient lors de la cérémonie, Goldman resta silencieux en Angleterre. Pour certains, cela parut froid, mais ceux qui le comprenaient vraiment savaient. Il pleurait autrement, en silence, seul, les funérailles et le silence qui ont suivi. Le 9 décembre 2017. Paris était baigné d'une lumière d'hiver lorsque des milliers de personnes se rassemblèrent à l'église de la Madeleine. Des présidents aux acteurs, des fans aux amis de toujours, tous étaient venus dire adieu à Johnny Hallyday, l'homme qui avait incarné le rock français pendant 6 décennies. Lynn Renaud, Jean Renaud, Marion Cotillard, Carole Bouquet et Muriel Robin occupaient les bancs, unis par le chagrin et l'admiration. Mais au milieu de cette mer de visages, un manquait, Jean-Jacques Goldman. Pour ceux qui se souvenaient de leur collaboration sur Gang et Lorada, son absence était frappante. Elle ne passa pas inaperçue. Les médias chuchotaient, les fans spéculaient, et les anciens collègues se voyaient se poser sans cesse la même question. Pourquoi Goldman n'était-il pas là? Michael Jones, le plus proche ami et partenaire musical de Goldman sur « Je te donne », fut interrogé par Le Journal du Dimanche. Sa réponse fut honnête et bienveillante. « La raison de son absence, je ne la connais pas, dit-il. S'il ne s'est pas exprimé publiquement, cela ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait plus discrètement auprès de la famille. » Ces quelques mots résumaient la nature de Goldman, discret jusqu'au bout. À cette époque, Goldman vivait paisiblement en Angleterre avec son épouse Nathalie et leurs 3 filles. Il n'avait pas sorti de nouvelle musique depuis 2001 et, après avoir quitté Les Enfoirés en 2016, il s'était effectivement retiré de la vie publique. Pour lui, la scène appartenait au passé. Il ne voyait plus la nécessité de paraître devant les caméras ou les journalistes. La célébrité avait été un chapitre qu'il avait refermé avec une tranquille conviction. Ainsi, lorsque Johnny mourut, Goldman choisit le silence. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était une manière de faire son deuil, privé, loin des flashs et des micros. Ses amis dirent qu'il fut profondément bouleversé par la nouvelle. Il passa cette semaine-là chez lui, refusant les interviews, évitant les appels et rejouant dans son esprit les vieux souvenirs. La dernière fois qu'ils s'étaient parlé remontait à quelques mois plus tôt,
lorsque Johnny lui avait demandé d'écrire une ultime chanson. Cette demande et le refus discret de Goldman pesaient désormais sur lui. Il se sentait coupable, raconta plus tard un proche. Il pensait qu'il aurait peut-être dû dire oui. Mais la culpabilité, Goldman la connaissait bien. Toute sa carrière avait été construite sur l'empathie, pour ceux qui aiment, ceux qui perdent, ceux qui partent. À présent, l'un des rares hommes qu'il respectait profondément était parti, et il n'avait rien dit. Le silence qui entoura Goldman après les funérailles devint une histoire en soi. Certains l'accusèrent de froideur, d'autres défendirent son choix, affirmant qu'il ne pouvait tout simplement pas affronter le spectacle qu'était devenu le deuil public. Pour Goldman, l'amour et le respect étaient des actes privés, non des performances. Il n'avait pas besoin de caméra pour valider son émotion. Son hommage, pensaient beaucoup, ne se trouvait pas dans les mots, mais dans les chansons qu'ils avaient créées ensemble. Je te promets, l'envie, l'aura, des titres qui liraient à jamais leur nom. Cet hiver-là, pour la première fois depuis des décennies, Jean-Jacques Goldman disparut complètement de la scène publique. Ce n'était pas une fuite, c'était un adieu, non seulement à Johnny, mais au monde qui l'avait privé de sa paix. Retraite, réflexion et le poids du regret. Dans les années qui suivirent la mort de Johnny Hallyday, le silence de Jean-Jacques Goldman s'approfondit. Il quittait rarement sa maison dans la banlieue de Londres, où il vivait depuis 2016 avec son épouse, Nathalie Tu Wong Laguier, et leurs 3 filles, Maya, Kimi et Rose. Pour la plupart des artistes, se retirer de la célébrité ressemble à un exil. Pour Goldman, c'était une libération. Pourtant, même dans la paix, les fantômes viennent souvent rendre visite aux âmes silencieuses. Ceux qui le connaissent disent que les années suivant la disparition de Johnny furent marquées par l'introspection. Il ne regrettait pas de s'être éloigné de la lumière, seulement les choses qu'il n'avait pas dites. Il n'avait jamais rappelé Johnny après leur dernière conversation. Lorsque le monde pleurait, Goldman n'envoya aucun message public. Mais selon un proche, il a écrit quelque chose pour lui-même. Une lettre, peut-être même une chanson. Il ne l'a simplement jamais montré à personne. Pendant des décennies, Goldman avait vécu selon un principe. La musique doit parler, pas l'homme. Mais en perdant Johnny, il comprit que le silence pouvait parfois être pris pour de l'indifférence. Il n'était pas froid. Il faisait son deuil à sa manière, en silence, intérieurement, sans spectacle. Pourtant, la culpabilité demeurait. L'idée que Johnny ait pu mourir en pensant que Goldman s'était détourné de lui le hantait d'une manière discrète mais persistante. Pendant ce temps, le monde continuait de célébrer les 2 hommes, souvent ensemble. Chaque année, je te promets, revenait à la radio, l'envie résonnait dans les stades et l'aura, écrite pour la fille de Hallyday, était devenue un hymne à l'amour éternel. Il était impossible de séparer leurs héritages. Qu'il le veuille ou non, Goldman serait à jamais lié à l'homme qu'il avait autrefois aidé à se reconstruire. En 2021, à l'occasion de ses 70 ans, Goldman se confia en privé à un vieil ami dans une rare conversation. « C'est étrange, dit-il doucement. Tu passes la moitié de ta vie à essayer d'être entendu et l'autre moitié à essayer de disparaître. » Il avait accompli les 2, un artiste qui avait conquis le monde sans jamais le poursuivre. Mais il savait aussi que le prix de la discrétion est le malentendu. Johnny avait vécu et était mort sous les projecteurs. Goldman, lui, avait passé sa vie à les éteindre. Ils aimaient la même chose, la musique, mais la vénéraient différemment. Les proches de Goldman remarquèrent qu'il s'était encore davantage replié sur lui-même depuis 2020. À part une brève apparition en ligne pendant la pandémie pour rendre hommage aux soignants avec une simple réinterprétation de « Il changeait la vie », il avait pratiquement disparu. Sa voix, autrefois pleine de chaleur et de conviction, s'était adoucie avec le temps, mais son esprit restait humble.
Lorsqu'un ami journaliste lui demanda son avis sur l'héritage de Johnny, Goldman refusa de commenter. Mais plus tard, en privé, il dit simplement « Il était le feu, j'étais l'ombre. C'est peut-être pour ça que ça fonctionnait. » Ce fut la chose la plus proche d'un aveu. Une reconnaissance discrète que leur relation, aussi compliquée fût-elle, l'avait façonné aussi profondément que n'importe quelle mélodie qu'il ait jamais écrite. L'aveu final. Ce que Jean-Jacques Goldman a fini par dire. Il a fallu des années à Jean-Jacques Goldman pour enfin parler de Johnny Hallyday. L'homme qui avait bâti une vie entière sur le silence s'est enfin permis de se retourner, non pas en tant que compositeur, ni en tant que figure publique, mais en tant qu'ami hanté par des conversations restées inachevées. Lorsqu'il s'est exprimé, ce ne fut pas à travers une grande interview ou une émission télévisée. Ce fut un moment discret, au détour d'une conversation avec un journaliste de confiance, passé presque inaperçu. « Je n'ai jamais cessé de l'admirer », confia doucement Goldman. Johnny était plus grand que nature, peut-être trop. Il vivait à une vitesse que personne ne pouvait suivre. Je crois qu'il m'a pardonné bien avant que je me pardonne moi-même. Ces mots, simples mais lourds, disaient tout. Pendant des décennies, les fans s'étaient demandé s'il y avait eu entre eux du ressentiment, de la trahison ou de l'orgueil. Mais la vérité, enfin, était plus humaine. Il y avait eu de l'amour, ce genre d'amour que les artistes avouent rarement l'un à l'autre, suivi de malentendus et de silence. Goldman reconnut avoir craint le chaos du monde de Johnny. « Il avait besoin de bruit, dit-il, et moi, j'avais besoin de silence. Peut-être que c'est pour ça que nous n'avons jamais marché sur le même chemin bien longtemps. » Il reconnut également la profonde tristesse qu'il ressentait de ne pas avoir assisté aux funérailles de Johnny. « Ce n'était pas de l'indifférence, expliqua-t-il, mais une forme de paralysie. Tout le monde voulait me voir pleurer, dit-il. Mais le deuil n'est pas quelque chose qu'on joue. J'ai pleuré chez moi. C'était suffisant. » Derrière ces mots se cachaient des années de lutte entre deux visions opposées de ce que signifie vivre pour la musique. Pour Johnny, la scène était une rédemption, un acte de don de soi, soir après soir. Pour Goldman, la création était une introspection, un moyen de comprendre le monde et d'y survivre. Lorsqu'ils se sont rencontrés en 1986, cette différence faisait leur force. À la fin, elle devint leur distance. Et pourtant, malgré tout, Goldman continua d'honorer Hallyday à sa manière. En 2023, lorsqu'on lui parla de l'anniversaire à venir de la mort de Johnny, il refusa de s'exprimer publiquement. Mais des proches affirmèrent que chaque année, le 6 décembre, il jouait « Je te promets », seul à la guitare, la chanson qui avait autrefois défini leur amitié et qui servait désormais d'hommage silencieux. À l'approche de ses 80 ans, les réflexions de Goldman portent davantage le poids de la paix que celui du regret. Il ne cherche plus à expliquer ni à justifier ses choix. « Nous finissons tous là où nous devons être », confia-t-il à un proche collaborateur. Johnny appartenait à la lumière. Moi, j'appartiens au silence. Ces mots peuvent sembler mélancoliques, mais ils respirent la sérénité. À sa manière, Jean-Jacques Goldman a enfin dit adieu. Non pas avec des gros titres ou des caméras, mais avec l'acceptation. L'histoire de leur lien, marquée par la brillance, le malentendu et le respect mutuel, s'est refermée sur elle-même. Car même après la mort, les échos demeurent. La voix de Johnny gronde encore à travers les radios de France. Les mots de Goldman vivent toujours dans ses chansons. Et ensemble, ils continuent de parler, là où aucun des deux hommes ne le peut plus. Deux hommes, deux légendes. Un silence qui a duré bien trop longtemps. Jean-Jacques Goldman ne se tiendra peut-être plus jamais sous les projecteurs, mais ses mots et sa musique gardent vivante la mémoire de Johnny Hallyday. C'est peut-être tout ce qu'il a toujours voulu. Laquelle de leurs chansons vous émeut le plus? Je te promets, l'envie ou l'aura? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.
Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires méconnues des artistes qui ont changé la musique à jamais.